Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Eugénie Banaï, députée du Tchad, et notre éditorialiste Jean-François Kandji-Combé. Et tout de suite, dans l'actualité économique, les dépenses de salaire et traitement des personnels des États membres de l'UEMOA ont augmenté de 7,5% en 2016. Ils ont représenté en valeur relative 41,4% de leurs charges courantes. Une hausse imputée dans certains pays de l'Union aux revendications sociales qui créent des suppléments budgétaires. Et de l'Admira Babistou. Au sein de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA, les dépenses de salaire et traitement des États membres de l'Union ont connu une hausse de 7,5% en 2016 par rapport à 2015. En chiffres, le montant est estimé à 6,16 milliards de dollars, soit 3 743,13 milliards de francs CFA. En 2016, les postes de dépenses ont occupé la première place des charges courantes totales de l'UEMOA pour s'établir à 9 042 milliards de francs CFA. Même si les détails de ces dépenses ne sont pas encore publiées par les pays, elles ont tout de même connu une hausse de 6,4% en 2016. Il y a les dépenses d'investissement qui jouent un rôle assez intéressant. Heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que partout en Afrique de l'Ouest, dans la zone de moi, on construit des routes, des infrastructures, des hôtels, on voit des grands chantiers qui sortent des terres. Effectivement, ça a un impact majeur, justement. En ce qui concerne le traitement des personnels des États membres de l'UEMOA, 2016 a été marqué dans certains pays membres par des soulèvements dans plusieurs corps de profession publique, parfois avec des risques d'instabilité pour revendiquer une amélioration des conditions salariales et un meilleur traitement. Face à ces tensions, les États ont ajouté au budget initial des dépenses supplémentaires pour répondre aux préoccupations sociales. Les populations veulent vivre décemment, n'acceptent plus qu'on leur miroite une émergence en 2020, mais qui ne voit pas que la magie ne voit pas dans son assiette. La cherté de la vie, le coût des denrées, tout ça. Et ça les frappe de plein fouet. Depuis début 2017, les revendications salariales se poursuivent dans les différents pays de la région. Ces dernières pourraient encore voir croître les postes de dépenses de l'UEMOA. La mobilisation des ressources par les États de l'Union demeure autour de 17% du PIB régional, un niveau en deçà du standard communautaire de 20% du produit intérieur brut. Jean-François, on parle là des salaires des personnels de la fonction publique, donc payés par les États. Qu'est-ce que cela signifie, que les salaires s'améliorent dans l'espace UEMOA ? Ce n'est pas nécessairement que les salaires s'améliorent, il y a une part de cela. Il peut y avoir aussi, comme on peut l'observer dans certains pays de l'UEMOA, mais aussi en Afrique centrale, il peut y avoir aussi des recrutements, en tout cas une politique de recrutement plus important, qui accroît la masse de fonctionnaires. Là, moi j'ai toujours difficulté à apprécier une information comme celle-ci sur un espace aussi large, parce que les situations sont extrêmement variables d'un pays à l'autre, d'apprécier aussi ce que cela représente en valeur relative, ce que pèse le poids des salaires de la fonction publique par rapport aux autres dépenses de l'État. Est-ce que c'est une part extrêmement importante? Est-ce que c'est une part raisonnable? Et puis aussi, on n'a pas un élément qui, à mes yeux, est très important. Quel est le rapport entre le niveau de salaire moyen de la fonction publique et le niveau global moyen de salaire dans le pays? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, et dans le reportage il en a été question, il y a des revendications salariales dont nous avons traité quelquefois ici, notamment en ce qui concerne le Gabon, le Tchad aussi, nous en avions parlé, mais ce sont des revendications qui interviennent dans des contextes parfois où les salaires de la fonction publique ont été bloqués pendant des années et où pendant que ces salaires sont bloqués, vous avez le coût de la vie qui monte, tout coûte beaucoup plus cher maintenant, y compris l'alimentation. Donc tout cela a besoin d'être repris dans un contexte pour pouvoir être apprécié. Bien sûr, derrière ce type de reportage, je vois bien les discussions d'ordre idéologique qu'on pourrait avoir, notamment avec nos amis de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, qui nous expliqueraient qu'il ne faut surtout plus de fonction publique, donc vous économiserez. Mais en même temps, si vous n'avez pas de fonction publique, ça veut dire que vous n'avez pas de service public, que l'État ne joue plus de rôle, que l'État n'est plus régulateur. Mais bon, difficile à apprécier, difficile. Alors justement, quand vous parlez de la part dans le budget des États,
La mobilisation des ressources par les États demeure aujourd'hui autour des 17% du PIB, un niveau en deçà du standard communautaire de 20% du PIB. Qu'est-ce qu'il faut en conclure par rapport à ça ? Il faut en conclure qu'en poids relatif, ce n'est pas si important que cela. Ce n'est pas si important que cela, mais pourquoi justement, puisqu'on est en deçà du taux moyen de la valeur relative de 20%, pourquoi est-ce qu'on met l'accent aujourd'hui là-dessus? Si ce n'est pas pour pousser les États membres de l'UEMOA à contracter un peu plus leur fonction publique, à bloquer les salaires, voire à réduire les salaires. Ça, c'est le genre d'annonce qui est annonciateur de réformes forcées. Et je crois que dans un contexte où nous savons que dans nos pays, c'est une question extrêmement sensible, même en Afrique de l'Ouest, extrêmement sensible, susceptible d'entraîner des troubles sociaux, il ne faut pas lancer ce genre d'indications à la légère. Cela étant, je m'en voudrais quand même d'être le défenseur à tout prix d'une hausse de la fonction publique. Nous savons qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques peu vertueuses en cette matière. Le clientélisme, les recrutements de parents, des membres de son ethnie, on gonfle artificiellement la fonction publique par des gens incompétents. Ça existe aussi. On pourrait, je crois, réduire même ces 17% si on faisait vraiment les réformes des fonctions publiques en tenant compte de ces critères-là de bonne gouvernance. On arrivera à faire pas mal d'économies déjà. Merci. Dans l'actualité également, le Malawi a des ambitions internationales pour son vin. Timothy Guira a lancé en 2006 la marque Linga, du nom d'un village malawite. Son vin fruité est très apprécié dans le pays et s'exporte déjà vers le marché britannique. Corinne Candem. Linga Fruit Wines à la conquête du marché international. Lancée par le docteur Timothy Nguira en 2006, la marque de vin de fruits est basée à Lilongwe, la capitale du Malawi. Les vins de fruits Linga sont produits à partir de 8 types de fruits cultivés localement par les petits agriculteurs du Malawi. Le vin fruité malawite est désormais disponible dans quelques magasins à Londres, la capitale anglaise, et Timothy Nguira ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les vins de fruits sont maintenant populaires dans de nombreux pays. On entend parler de vins de fruits en Australie, au Canada, et je pense qu'ils ont commencé des vins de fruits aux États-Unis. Les gens aiment ça parce qu'ils disent que ça se rapproche plus d'une nourriture saine, une boisson saine. Timothy Nguira, biochimiste de formation, a été introduit à la vinification dans les années 70 par Tom Colvin, un missionnaire qui est venu au Malawi comme ingénieur dans les années 1950. Après avoir produit des vins à petite échelle pendant des années pour son entourage, Timothy Nguira a décidé de se lancer dans la production commerciale il y a 11 ans. Les vins produits vont des rosellas aux vins blancs fruités. Les produits de la société sont vendus dans les magasins à travers le pays. Une bouteille de 750 ml coûte environ $7 américains. Nous pensons qu'avec l'introduction du marché britannique et d'autres marchés, nous espérons que le marché Forex viendra également, de sorte que le Malawi arrive à répondre à ses besoins. Pour Timothy Nguira, avec plus d'exportations, les transformateurs comme lui seront en mesure d'aider le pays à améliorer la valeur du kwacha, la monnaie locale. En effet, la monnaie du Malawi a subi les effets de la baisse des recettes d'exportation de la principale culture du pays, le tabac. Après le marché britannique, il travaille actuellement sur des plans pour introduire son produit sur les marchés américains et australiens. Jean-François, on connaissait déjà le vin sud-africain. Le Malawi exporte également son vin désormais. Est-ce qu'il y a de la place dans la filière viticole, qui on le sait est dominée par certains pays comme la France, pour les producteurs africains ? D'abord, Fanny, moi je dois vous dire qu'en regardant le reportage, je vous ai dit que je regrettais qu'il n'y ait pas une bouteille de notre fameux vin ici, parce qu'on pourrait en parler en connaissance de cause. Mais il y a toujours place pour un nouveau produit, et un nouveau produit qui provient de l'innovation. Vous avez indiqué, il a été indiqué dans le reportage que le monsieur qui est à l'origine de cela était biochimiste de formation. Voilà un monsieur qui a été envoyé par son pays, le Malawi, pour faire des études de biochimie nutritionnelle, qui fait une thèse et qui met en pratique sa thèse. Et sa thèse,
produit aujourd'hui, un produit qui est un produit innovant. Le vin, jusqu'à maintenant, on nous avait appris, en tout cas on nous avait inculqué, y compris par goût, qu'il ne pouvait provenir que d'un seul fruit, c'est le raisin. Et vous parliez tout à l'heure du vin sud-africain qui est fameux, c'est du vin à base de raisin. Là, nous avons un vin à base de fruits, ce qui ouvre des perspectives grandioses pour l'Afrique, qui est un continent de fruits. Mais moi, je me réjouis beaucoup qu'un pays africain, que des Africains puissent faire œuvre d'innovation comme cela, et qu'en plus, ils fassent acte d'audace, parce que il aurait pu rester depuis 1978 où il a commencé par une production juste pour ses voisins, ses amis, pour faire le fier un peu dans son quartier, etc. Mais il a développé son produit dans une perspective de commerce international et de conquête du marché international. Et c'est une fierté. Demain, si je trouve ce vin-là dans un supermarché ici, je serai fier, même si je ne suis pas malawite. Mais voilà, je me réjouis vraiment. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle très fraîche. Un peu comme je suppose doit l'être le vin de fruits, doit être beaucoup plus frais. Voilà. Et Jean-François, avec la progression des classes moyennes sur le continent, avec le développement du tourisme dont on parlait tout à l'heure, avec les modes de consommation des expatriés dans le pays, on peut penser que justement le développement de ce type de filière, c'est intéressant pour un pays comme le Malawi? Mais c'est très intéressant. Moi, je disais tout à l'heure que l'esprit dans lequel tout cela a été développé était intéressant, et je ne serais pas surpris, en tout cas s'il n'avait pas l'idée, j'appelle cela de mes voeux, qu'il y ait un développement de cette entreprise-là en Afrique, un peu au-delà du Malawi. Bon, maintenant, il y a, je pense qu'il est très très bien renseigné là-dessus, il y a la protection de la propriété intellectuelle et industrielle qui lui permet de développer ça dans d'autres pays d'Afrique tout en conservant la maîtrise des process qu'il a inventés. C'est une entreprise malawite aujourd'hui, mais pourquoi pas demain une entreprise africaine? Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'Égypte table sur 9 milliards de dollars de financement extérieur pour l'exercice 2017-2018. De ce montant, 3 milliards de dollars proviendront des marchés de la dette et 6 milliards de dollars des institutions financières internationales. Jean-François, il y a une grande dépendance de l'Égypte vis-à-vis des financements extérieurs. Pas seulement de l'Égypte, mais oui, de l'Égypte vis-à-vis des financements extérieurs. Et depuis la crise qui a vu l'arrivée du général Al-Sisi, l'Égypte est plus que désargentée. L'Égypte a été frappée de plein fouet par la crise, souvenez-vous. Elle a été frappée de plein fouet aussi par la crise du tourisme. Il n'y a plus autant de touristes qu'auparavant, notamment en raison de la déstabilisation qui a sévi dans ce pays pendant quelque temps. L'Égypte, je pense que le retour des investisseurs qui existaient auparavant en Égypte se fait attendre encore. L'Égypte est sous perfusion, comme beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui. Sur les perspectives, il faudra avoir un peu plus de temps pour en parler, mais le fait est que même pour aller chercher 9 milliards, on va sur le marché, y compris le marché de la dette, c'est l'indication que l'économie ne va pas du tout. Et justement, tout à l'heure, vous parliez des plans du FMI. L'Égypte vit actuellement sous le coup d'un programme du FMI censé l'extraire de sa morosité économique, qui s'articule comme les plans du FMI habituels autour d'un désengagement de l'État, d'une libéralisation de la monnaie. Est-ce que l'Égypte peut faire autrement aujourd'hui ? Est-ce que l'Égypte peut faire autrement? Est-ce que les pays qui sont sous coupe réglée du FMI peuvent faire autrement? On peut toujours faire autrement. On peut toujours faire autrement, mais au prix de la solidarité des autres. On dépend de la solidarité des autres et on ne la commande pas. Je pense que l'Égypte pourrait s'en sortir si, par exemple, dans la zone où on se trouve, c'est-à-dire Proche et Moyen-Orient, il pourrait y avoir une initiative, notamment de financement. Nous avons évoqué cette question-là aussi en ce qui concerne l'Afrique, c'est-à-dire la capacité de financement des économies africaines par les Africains eux-mêmes, parce qu'en somme, dans ce continent, il y a de l'argent qui circule, plutôt que d'aller sur le marché international, aller demander la couverture, par exemple, de
l'euro et de la Banque européenne d'investissement, pourquoi pas une banque africaine d'investissement. Mais tout cela nécessite une volonté politique, nécessite que les États s'entendent, que les chefs d'État s'entendent. Ce n'est pas demain la veille. En attendant, vis-à-vis du FMI, la seule possibilité pour un État de faire autrement que de plonger son économie dans une récession, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est la résistance. Mais il faut avoir les moyens de résister, pas seulement les moyens militaires que l'Égypte a, mais les moyens économiques de résister. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacrée au secteur hôtelier. Eugénie Banaï, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, madame. Et Jean-François, merci également d'avoir été là. Fanny, c'était un plaisir. Et puis, si Dieu nous prête vie, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.